qui sont en mouvement, c'est parfait. Bienvenue. Voilà les réseaux des OGEC. Est-ce que vous voulez un micro? Est-ce que vous voulez le pupitre? Je vous laisse faire. Eh bien, en tout cas, on est très très bien accueillis dans votre ville de Pau. On se réjouit. Bon, je suis très heureux, très honoré, très ému d'une certaine manière de vous retrouver, parce que j'ai plein de raisons pour ça. D'abord parce que, mais il faut que je salue les personnalités, monsieur le secrétaire général, monseigneur, mesdames et messieurs les directeurs, je suis très content de pouvoir m'adresser à vous, mais j'avais l'intention de vous saluer en direct, je le ferai après cette courte intervention. D'abord parce que le congrès des OGEC, ça me rappelle des temps où la plupart d'entre vous n'étiez pas nés, mais où j'étais ministre de l'Éducation nationale pendant des années assez longues, puisque je suis le recordman du siècle comme durée de ministre de l'Éducation nationale, et d'en être sorti avec l'amitié de beaucoup de ceux qui forment ce ministère ou qui partagent cette vocation. C'est pour moi quelque chose de très heureux. Et donc, j'ai déjà fait des congrès des OGEC, mais c'était il y a très, très longtemps. Et donc, je suis heureux pour cette raison-là. Je suis heureux parce qu'il se trouve que je connais de réputation ou directement un nombre de ceux qui participent à l'animation des OGEC. Et je peux même dire que vous m'avez pris un élément essentiel de mon équipe, parce que Marie-Amélie Marc, la directrice de la communication, a été ma collaboratrice pendant longtemps. Elle est là-bas. C'est donc un très très bon recrutement. C'est un très très bon recrutement. La preuve, c'est que vous l'avez prise et durée pendant tout ce temps-là. La troisième raison, c'est que je suis très heureux que vous découvriez notre ville, et j'espère que vous mesurez ce qu'elle apporte à ceux qui viennent la rencontrer. J'espère que vous avez jeté un coup d'œil sur la chaîne des Pyrénées. C'est une ville qui ne ressemble par son histoire à aucune autre, par son patrimoine de paysages. Là, à l'endroit où vous allez sortir tout à l'heure, après le dîner sur la terrasse, Lamartine, dans une lettre à Stendhal, a écrit « Pau est la plus belle vue de terre du monde, comme Naples est la plus belle vue de mer. » Et vous allez vérifier, dans la lumière superbe du crépuscule, que c'est absolument vrai. C'est une ville, si je peux vous voler 3 minutes pour vous faire l'histoire en 3 minutes, on va faire 1000 ans d'histoire en 3 minutes. Allez, en 5, en 4. C'est une histoire qui commence il y a 1000 ans par un phénomène historique absolument inédit, qui n'a aucun équivalent dans l'histoire du monde. C'est que ici, au pied des Pyrénées, dans cette plaine qui va se coucher au pied des Pyrénées, et où je suis né, ici se sont organisées des communautés qui étaient des communautés de pasteurs et d'agriculteurs, et qui ont inventé une forme politique absolument inédite qui est la démocratie, la première démocratie du monde après la Grèce. La Grèce, c'est 1500 ans avant, 500 ans avant le Christ, et donc la première démocratie du monde, avec un niveau d'élaboration des institutions qui est absolument sans équivalent, puisque ici, les laboureurs et les pasteurs élisaient des représentants, que ces représentants avaient droit d'investiture du souverain et droit de veto sur les décisions du souverain, que ici, ils discutaient de l'impôt et ils ont inventé
l'habeas corpus, plusieurs siècles avant les Anglais. L'habeas corpus, vous savez, tout le monde sait, c'est l'interdiction de mettre en prison sans jugement. Et donc, cette communauté-là a écrit, à partir du XIIe siècle, une constitution. Ils ont élaboré une constitution écrite qui se lit encore aujourd'hui dans un béarnais qui est absolument compréhensible aujourd'hui, bien avant que le français existe. Cette communauté avait une légende fondatrice qui est celle-ci, qui est racontée en béarnais. C'est la première phrase de cette constitution qui s'appelle les forts, F-O-R-S, comme le forum latin. Et la phrase c'est « Ici sont les forts de Béarn », ici la constitution du Béarn, où autrefois il n'y avait pas de roi. Et il raconte que c'est le peuple qui, ayant constaté l'anarchie qui existe lorsqu'il n'y a pas de responsable pour assumer la direction, a décidé d'aller chercher lui-même un souverain. Alors ils sont allés d'abord jusqu'à la Bigorre voisine, jusqu'à Tarbes, mais le souverain n'a pas respecté les forts, n'a pas respecté les droits du peuple, alors ils lui ont coupé la tête. Et Douste Blazy, autrefois, détestait que je raconte cette histoire, je ne sais pas pourquoi. Et puis ensuite, ils sont allés en Auvergne pour chercher un souverain. Il n'a pas respecté les droits du peuple, ils lui ont coupé la tête. Et Giscard détestait que je raconte cette histoire autrefois. Et puis finalement, ils ont entendu dire qu'en Catalogne, là-bas vers l'Est, il y avait un souverain qui avait eu 2 jumeaux. Donc, c'était un de trop. Et ils se sont dit, bonne affaire, on va aller lui demander s'il nous donnerait un de ses fils. Et raconte toujours, c'est le texte des forts que je vous dis là, sans aucune acrobatie. Et donc il lui pose la question, et le souverain dit oui, allez-y, choisissez, ils sont dans le berceau là-bas. Et dit le texte, l'un des 2 enfants dormait avec les poings fermés et l'autre avec les mains ouvertes, et ils choisirent celui qui avait les mains ouvertes. Et ça veut dire, vous voyez bien, le pouvoir n'est pas d'essence supérieure, il est une aspiration du peuple. Le peuple a des droits sur le pouvoir, et on préfère les souverains qui ont les mains ouvertes aux souverains qui ont les poings fermés. Ça, c'est il y a 1000 ans. On va passer 200 ou 300 ans, et on va arriver à quelqu'un qui était un génie à tous égards, un génie littéraire, un génie musical, un génie guerrier, un génie politique, qui s'appelait, vous avez sûrement entendu son nom, Gaston Phébus. Et Gaston Phébus, auteur d'un livre de chasse superbe et de la chanson qu'on chante qui est l'hymne des Pyrénées, Ackers Mountains. Et Gaston Phébus a fait 4 ou 5 choses essentielles. Il a fait du Béarn une puissance militaire. Il a fait une espèce de ligne Maginot avec des ingénieurs militaires italiens pour défendre le pays. Il a adopté des règles fiscales qui ont fait qu'à peu près tous les commerçants de la chaîne des Pyrénées sont venus s'installer ici parce que les impôts étaient stables et légers. Je ne sais pas s'il préférait qu'ils fussent stables ou légers. Ceci est une autre question. Et un jour, étant assuré de la solidité de sa principauté, il a déclaré son indépendance en refusant l'hommage aux 2 souverains successivement qui avaient des droits sur le Béarn, ou qui prétendaient en avoir. L'un était le roi de France et l'autre était le roi d'Angleterre. Il a refusé l'hommage aux 2, déclaration d'indépendance, en disant « Je ne tiens mon pays de Béarn que de Dieu et de mon épée ». À partir de cet instant-là, les 2 envisagent de lui faire la guerre et les 2 renoncent.
À partir de cet instant-là, le Béarn est indépendant et il le restera 4 siècles. Il en reste quelque chose aujourd'hui, comme peut-être vous pouvez l'imaginer. Et donc, il fait ça, donc une prospérité très grande qui se développe, un pays indépendant, bien que de petite taille. Le Béarn aujourd'hui, c'est 380 000 habitants. Et j'ai eu la chance de pouvoir restaurer l'unité du Béarn 250 ans après sa disparition. Et donc, on est au XIVe siècle. On va avancer d'1 siècle et demi. Ils sont prospères, ils sont bien défendus, ils ont une armée, ils se sentent forts, il leur manque une chose et ça les empêche de dormir, c'est une couronne de roi. Parce que, comme vous savez, les couronnes de roi, ça ne se conquiert pas, ça ne s'achète pas. Pour devenir roi dans le système dynastique qui était celui de l'Europe à cette époque, il faut naître roi. C'est la transmission héréditaire. Et donc, une seule stratégie pour trouver une couronne de roi, c'est épouser l'héritier ou l'héritière, parce qu'ici les femmes règnent, il n'y a pas de loi salique en Béarn. Vous devriez applaudir, mesdames, parce que quand même, c'est pas tout à fait rien. Et donc, alors ils vont essayer plusieurs fois. Ils ont essayé 2 fois avec le royaume d'Aragon, de l'autre côté exactement au sud, de l'autre côté de la Chaîne, mais malheureusement il n'y a pas eu d'enfants. Et ils vont essayer et réussir avec le royaume de Navarre, Pampelune, là-bas. Et donc, et là, ça se passe bien, et il y a un prince qui naît, qui s'appelle d'ailleurs François, qui est roi de Navarre et seigneur de Béarn. Simplement, l'idylle ne dure pas longtemps parce que les Espagnols, c'est pas un Béarnais qu'ils voient sur le trône de France, c'est un Français, même s'il est indépendant, et ils ne peuvent pas accepter que sur le trône de Pampelune, il y ait un Français. Donc, ils se soulèvent, 15 ans après le couronnement, ils se soulèvent, ils mettent le siège devant Pampelune, on est à la fin du XVe siècle, ils prennent Pampelune, la famille royale est obligée de s'exiler, elle revient s'installer ici à Pau, mais dans le système dynastique, ils ont perdu le royaume comme territoire et comme richesse, sauf un petit bout de ce côté des Pyrénées qu'on appelle Nafarra de Ultrapuertos, mais ils ont gardé la couronne. Et donc, comme il en est des familles royales exilées, ils vont fréquenter tous les jours toutes les familles royales européennes, et notamment la famille de France. Et c'est pourquoi, très, très vite, au début du XVIe siècle, il se trouve que le souverain de Béarn, qui s'appelle Henri d'Albret, roi de Navarre et seigneur de Béarn, Henri d'Albret est l'ami intime de François Ier. Et ils partent tous les deux à la guerre en Italie. Et ils sont faits prisonniers tous les deux le même soir. Simplement, le nôtre s'échappe et François Ier reste prisonnier pendant 3 ans. Comme vous savez, c'est une histoire qui est évidemment un des moments marquants de l'histoire de France. Il est obligé de laisser ses fils en otage, de payer une rançon qui va saigner à blanc le royaume de France. Mais quand il rentre, il décide de donner à son ami, Henri, il lui donne sa sœur en mariage. Et sa sœur, c'est Marguerite de Navarre, la plus grande intellectuelle de son temps, qu'on étudie encore. Peut-être le titre de ces nouvelles vous dira quelque chose, ça s'appelle l'Heptaméron. On étudie encore aujourd'hui à l'agrégation le livre de Marguerite de Navarre. Marguerite de Navarre, elle s'installe ici, elle installe les idées nouvelles, l'humanisme de la Renaissance est en train de surgir,
Elle invite ici tous les intellectuels du temps, Clément Marot par exemple et sa plume, on dirait aujourd'hui. Et de cette union va naître un seul enfant, une petite fille qui s'appelle Jeanne d'Albret. Et cette marque existe encore. Il n'est pas de maison béarnaise sur laquelle, sur le linteau des portes, on ait une marguerite dessinée, stylisée, la Marguerite de Navarre. Et vous voyez, c'est extraordinaire, c'est 5 siècles après. Et Marguerite de Navarre donc, et Jeanne Marguerite de Navarre et Henri ont Jeanne d'Albret, et c'est alors que l'histoire de l'Europe va basculer dans quelque chose qui était clé dans cette histoire. Parce que Jeanne d'Albret, les idées nouvelles, l'humanisme de la Renaissance, c'est le protestantisme qui arrive, la réforme. Toute la cour de France hésite entre la religion catholique et le protestantisme. On va tantôt à la messe, tantôt aux prêches, comme on dit. Tout le monde va de l'un à l'autre. On sent bien qu'il y a une énorme éruption qui est en train de se produire. Or, Marguerite a été mariée à un jeune seigneur, beau gosse, comme on dirait aujourd'hui, sportif, aimant les combats, qui s'appelle Antoine de Bourbon. Et donc, Antoine de Bourbon est un très haut seigneur à la cour. Il sera connétable de France, mais voilà qu'une guerre amoureuse naît entre eux. Un sociologue ou un historien qui étudierait ça, c'est un moment clé de l'histoire, c'est, comme dirait Luc Ferry, c'est le surgissement de l'amour dans le mariage. Jusqu'alors, il n'y avait pas ce genre de lien, on se mariait et puis bon. Et donc, Jeanne apprend que son mari, qu'elle adore au début, elle apprend que son mari, en fait, court le Guilledou, ça la fâche beaucoup. Et les deux directions de l'histoire se rencontrent. La guerre amoureuse est très forte entre eux et la guerre civile est en train de naître. Et Antoine, après avoir hésité, choisit le camp catholique. Il est même nommé connétable de France, chef de l'armée catholique. Jeanne d'Albret bascule dans le camp protestant. La guerre de religion est partie, de sorte que pour un petit garçon qui va naître quelques années à peine après une nuit de décembre 1553 au château que vous trouverez au bout du boulevard, pour ce petit garçon, la guerre de religion qui ensanglante la France et déchire l'Europe, c'est la guerre entre son père et sa mère. C'est Henri IV, dont le père est le chef d'une armée, la mère chef de l'autre. D'ailleurs, le père va être tué quand il a 9 ans par les alliés de sa mère. Et l'immense histoire de cette déchirure qui est en train de tout bouleverser, parce que si on change de religion, alors l'ordre social n'est plus assuré, le roi n'est plus roi de droit divin, et donc tout d'un coup, tout ce qu'on croyait stable devient mouvant, et il y a des milliers et des dizaines de milliers de morts. Et c'est ici que ça se concentre exactement sur un petit garçon très sensible, très intelligent, très courageux, assez drôle, dont l'histoire a été racontée dans des livres de très bonne aloi. Et donc que vous trouverez dans toutes les bonnes librairies de la ville. Parce que je l'ai écrit il y a longtemps, Marie-Amélie, mais il continue à se vendre, ce qui est un exploit. Et donc c'est une histoire qu'aucun scénariste n'aurait osé inventer et qui va expliquer tout le reste
et notamment toute la figure d'Henri IV comme roi, c'est que quand il signera l'édit de Nantes, après une aventure rocambolesque, parce que la couronne de France avait une multitude d'héritiers, au moins 4 ou 5, et ils vont tous les fils de Henri II, et ils vont mourir les uns après les autres sans enfants. Dans une tragédie dont vous savez qu'elle s'achèvera par l'assassinat de Henri III par le moine Jacques Clément, toujours des histoires d'intégrisme et de révolte contre l'idée que ceux qui défendent un apaisement sont en réalité des traîtres. Et ceci est de tous les temps, de toutes les époques, et mérite une réflexion. Et Monseigneur Ricard vous rappellera que diabolos, le diable, en grec, ça veut dire le diviseur. Et que ceci ne doit, à mes yeux, jamais être oublié, au moins étymologiquement. Et donc, cette histoire-là fait que, après avoir connu des aventures sans nombre, vous savez, la plus tragique étant que, quand il a 18 ans, le petit Henri de Navarre, on veut faire la paix. Et Michel de l'Hôpital, par exemple. Alors on dit comment faire la paix entre les protestants et les catholiques. La guerre de religion a 12 ans, 15 ans. On dit mais il y a une chose très simple à faire. Jeanne d'Albret, qui est la tête la plus importante des protestants, a un fils, c'est Henri de Navarre. Le roi a une sœur. Ben, on va les marier. Et on les marie. Un jour du mois d'août, il fait très chaud à Paris, les esprits s'échauffent, la Ligue, les ligueurs prêchent dans toutes les églises, et c'est la Saint-Barthélemy. On tue tous les jeunes seigneurs béarnais, pyrénéens du sud-ouest qui avaient accompagné Henri IV pour son mariage, et dont je ne doute pas qu'ils roulaient des mécaniques dans les rues de Paris. Ils sont tous assassinés. Il y a des ruisseaux de sang dans les rues de Paris, au moins 3000 victimes. Sauf un petit garçon, qu'on appellera plus tard Sully, et qui, lui, est resté miraculeusement en vie. Et Henri IV, alors qu'ils avaient tous eu vent que quelque chose se préparait, les a empêchés de s'enfuir, en disant « Mais enfin, maintenant je suis le beau-frère du roi, donc il ne peut rien vous arriver, je vous protège. Je crois, moi, qu'il ne se le pardonnera jamais. » Et donc, et puis il était prisonnier à la cour, et puis il s'enfuit de la cour, et puis il recommence la guerre, et la guerre va durer 20 ou 25 ans, jusqu'au jour où tous les héritiers successifs du roi de France meurent, le dernier, comme je l'ai dit, étant Henri III et Jacques Clément. Et il se retrouve roi de France, héréditairement, dynastiquement, parce que, eh bien, c'est la fin des Valois et c'est le début des Bourbons, parce que tous les généalogistes sont remontés pour savoir qui devait être roi puisqu'il n'y a plus de roi de France, et celui qui remontait à Saint-Louis, la famille qui remontait à Saint-Louis, c'était la famille des Bourbons. Voilà la dynastie créée par ce petit garçon qui est né là-bas au bout du château. Je vous signale qu'il y a une autre dynastie européenne qui est née à Pau, qui s'appelle Bernadotte, et qui est aujourd'hui la dynastie des rois de Suède, Enco, parce qu'ils ont essaimé, de sorte que les deux dynasties vivantes en Europe sont toutes les deux originaires de Pau. Ne croyez pas que je vante la marchandise. C'est une réalité historique absolument indéniable. Et d'ailleurs, les souverains de Suède sont venus fêter le 200e anniversaire, il y a quelques semaines, le 200e anniversaire du couronnement de Bernadotte sur le trône de Suède. Et donc c'est une histoire incroyable. Elle va aboutir, cette histoire, à quelque chose qui est
un événement historique à l'échelle des siècles, qui est l'édit de Nantes. Jusqu'alors, dans l'Europe, c'est-à-dire dans le monde qu'on connaissait, il y avait une loi qui était énoncée en latin, cuius regio, eius religio. Ça voulait dire la religion du royaume, c'est la religion du prince. Et quand le prince change de religion, le royaume tout entier change de religion. C'est une obéissance comme une autre. D'ailleurs, ça s'est fait ici. Quand Jeanne d'Albret a basculé dans le protestantisme, on a brûlé, fondu tous les objets sacrés qui étaient dans toutes les églises. On a chassé les curés et chassé, l'évêque. Et il n'y a plus d'évêque ici après. Ici, c'est l'évêque de Bayonne, Lescar et Oloron, à cause de cette histoire. Et donc, Henri IV, par un éclair de courage et même de génie, à mon avis, décide, par un texte qui s'appelle l'Édit de Nantes, que, désormais, la religion catholique serait la religion de l'État, mais que le protestantisme aurait droit de cité, on aurait le droit de pratique. Et cette tolérance, cette compréhension réciproque va faire la modernité. Et il y a des gens qui disent, des historiens qui, à mon avis, n'y comprennent rien, qui disent que, je vais en apporter la preuve, qui disent qu'en fait, Henri IV a changé de camp et qu'il a favorisé le protestantisme par rapport au catholicisme ou le catholicisme par rapport au protestantisme et qu'il est passé d'un camp à l'autre. C'est complètement faux. Et la preuve en est que, en même temps qu'il prend l'édit de Nantes, il prend un deuxième édit, qui est l'édit de Fontainebleau, que personne ne connaît, je vous rassure. Et l'édit de Fontainebleau dit exactement pour le Béarn le symétrique de ce qu'il a édicté pour la France. C'est-à-dire que en France, le catholicisme est la religion de l'État, mais le protestantisme a droit de cité. Et en Béarn, il est souverain des deux, roi de France et de Navarre. En Béarn, en Navarre, le protestantisme est la religion de l'État et le catholicisme a droit de cité. Et à partir de cette date-là, c'est-à-dire l'édit de Fontainebleau, c'est 1599, à partir de cette date-là, existe en Europe une idée de la protection des droits des sujets, c'est-à-dire des citoyens, qui déconnecte l'obéissance civile de l'obéissance religieuse. Et c'est le premier pas vers la laïcité, telle que nous la comprenons en France, on pourrait en parler longtemps, et c'est une révolution comme il n'y en a pas et qu'il n'y en a pas eu dans le millénaire. Et cette révolution, pour ce jeune garçon, c'est la réconciliation entre son père et sa mère. Et je trouve ça incroyablement émouvant que 40 ans après leur mort, il ait ainsi renoué les fils de son propre destin et de sa propre origine. Et voilà pourquoi nous avons joué un rôle très important dans l'histoire. Je vais aller très vite à partir du moment où Pau... J'ai presque fini. À partir... Non mais avouez que ça vous manquerait si on ne vous racontait pas tout ça. Puis après tout, il ne fallait pas m'inviter. Donc, à partir du moment où roi de France et de Navarre, Pau devient ville parlementaire. Il y a un parlement à Bordeaux, il y a un parlement à Rennes. Il n'y a que 8 villes en France qui sont des parlements de plein exercice. Pau est ville parlementaire. Donc, vous verrez les villas, les parlementaires, c'est-à-dire les juges. Vous verrez les villas, parce que c'est une juridiction, le Parlement. Vous verrez les villas qui sont les villas de l'époque, du XVIIe et XVIIIe siècle qui se construisent. La Révolution arrive. La nuit du 4 août, tout le monde apporte ses privilèges et nous ne manquons pas, victimes de la mode, d'en faire autant, et le Béarn renonce à son indépendance. 4 août 1789.
On va franchir très peu de temps. Après la Révolution, c'est Napoléon et c'est les guerres napoléoniennes. Et Napoléon viendra ici que 24 heures, c'est lui qui a l'idée de construire ce boulevard-là. Il restera même pas 22 heures à Pau. Mais son ennemi ou son adversaire anglais, l'armée dirigée par Wellington, vient s'installer ici et elle y restera plus d'un mois. Et dans l'armée, il y a un jeune médecin qui s'appelle Alexander Taylor. Et il tombe amoureux de ce que vous avez sous les yeux. Il dit, mais c'est le paradis sur Terre. Il est le médecin de la gentry britannique. Il rentre à Londres et il publie des livres très documentés et très fondés qui disent « À Pau, toutes les maladies guérissent ». Quand on dit « toutes les maladies guérissent » au début du XIXe siècle à Londres, c'est de la tuberculose surtout que l'on parle. Et l'air du pays, et toute la gentry britannique prend l'habitude, à partir de 1830 ou 1840, de venir hiverner à Pau. On a à Pau le premier golfe du continent européen, on a à Pau la culture du cheval, à laquelle je suis si profondément attaché, on a à Pau les paysages, et ça joue à cette époque, pendant 100 ans, le rôle de la Riviera méditerranéenne, qui nous remplacera à partir de 1930, quelque chose comme ça. Et donc c'est une autre vague de culture qui vient, et vous avez à Pau des dizaines de maisons qui ont été construites par les aristocrates britanniques. Mais ils ne viennent pas tout seuls, ils viennent avec les milliardaires américains, ils viennent avec la noblesse russe, et Pau devient une ville dans laquelle les écrivains, les femmes du monde viennent passer l'hiver. Et cette culture-là, elle a marqué profondément la ville. Pau, c'est une ville britannique, par l'architecture et par le goût des paysages. Par exemple, c'est la ville de France qui a le plus de parcs et de jardins par habitant. Et on en ajoute encore. Et donc ça, c'est la révolution anglaise. On sera détrôné par la Riviera très vite, jusqu'au moment où arrive le début des années 50, et où un certain nombre d'événements majeurs se passent, le principal étant que, au début des années 50, il y a une équipe de fous qui décide ou qui pense que, avec le plissement des Pyrénées, lorsqu'elles ont surgi au milieu d'une mer, donc des sédiments, et qu'après tout, ici, il devait y avoir du pétrole. Et ils montent une compagnie, ils forent, ils font venir des foreurs américains, ils forent une fois, 2 fois, 3 fois, 4 fois, 10 fois, 15 fois, 20 fois, ils ne trouvent rien. Et ils décident de forer une 21e fois, parce qu'on est un peu obstiné ici, comme vous l'avez compris. Ils forent une 21e fois, et la 21e fois, ils découvrent le gisement de gaz le plus important de l'époque sur le continent européen. C'est le gaz de lac qui va faire la révolution industrielle dans cette région et qui est la vague la plus importante de ce que nous avons connu. C'est la raison pour laquelle le centre de recherche de Total, le plus grand centre de recherche en géosciences du monde, est installé à Pau. C'est d'ici qu'on dirige toutes les plateformes. Il y a 3 000 ou 4 000 chercheurs. Et on a un ordinateur plus puissant que celui de la NASA. Il se trouve que l'aéronautique a acquis droit de cité au début du XIXe siècle parce que les frères Wright et Blériot ont remarqué qu'ici, il n'y avait pas de vent. Ils ont donc pu apprendre à voler, ce qui fait que nous avons une industrie aéronautique très puissante parce que on fabrique ici 1 sur 2 des turbines d'hélicoptères qui volent dans le monde, civils. On a une présence de l'armée très importante qui est naturellement marquée, certains d'entre vous l'ont peut-être fréquenté, ou leurs frères, ou
ou leurs amis l'école des troupes aéroportées qui sert à toutes les armées européennes. On a une présence très importante de régiments d'hélicoptères de combat et on a ce qu'on aime beaucoup, des gens qu'on soutient mais dont on ne parle jamais, on a les forces spéciales françaises. 2 sur 3 des soldats engagés dans les forces spéciales sont à Pau. Et donc c'est une ville qui a des atouts formidables, des titres de gloire qui méritent d'être vantés, et le principal de ces titres de gloire, c'est de vous accueillir. Mais je veux dire un dernier mot des OGEC, si vous permettez. Comme parent d'élèves, pas seulement comme ancien ministre de l'Éducation nationale, je veux vous dire que je sais ce que ça représente que ce bénévolat-là. Alors pour les établissements très importants, il faut beaucoup de sérieux, de professionnalisme pour gérer les dizaines de milliers d'emplois dont vous avez la responsabilité. Mais je n'oublie jamais les tout petits établissements, les toutes petites écoles. Et là, il faut un dévouement, une imagination, une capacité d'inventer pour réparer le toit de l'école qui est... ceux qui aiment... Ceux qui aiment l'histoire récente se souviendront que j'ai essayé de changer ça. Ça s'appelait la réforme de la loi Fallou, puisque ça permettait aux communes, ce qui était absolument justice, d'investir pour réparer les bâtiments de l'école privée. Il est arrivé ce que vous savez, qui a fait que je n'ai pas eu gain de cause, que ça a même été plutôt violent, qu'il y a eu des manifestations très importantes. Mais je n'oublie pas les raisons pour lesquelles je l'avais fait. C'est que je considère que dès l'instant que cet enseignement fait partie du service public d'éducation, alors c'est évidemment important de prendre en compte ce que vous prenez en compte tous les jours, c'est-à-dire les besoins matériels, le toit, l'équipement des classes, toutes choses qui, évidemment, ne sont pas absolument semblables dans les 2 ordres d'enseignement que nous avons en France. Et je considère que les 2 ordres d'enseignement, public et privé sous contrat dont vous avez la responsabilité, les 2 sont utiles au service public d'éducation et que c'est une chance pour notre pays d'avoir cette liberté-là. Voilà pourquoi j'étais très heureux de vous accueillir trop longuement.